Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à des hommes qui ont marqué leur époque. Des hommes, souvent des soldats ou de simples officiers, qui ont réalisé des exploits militaires. Les actions conduites par ces hommes sont suffisamment extraordinaires et géniales pour être racontées. Je suis sûr qu'elles ne vous laisseront pas indifférents. Parole d'honneur. Dans cette vidéo, on va parler d'actions françaises, c'est-à-dire d'exploits français, parce que voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. En numéro 5, Jules Beaulieu, un héros méconnu qui tiendra seul avec une mitrailleuse. Jules Beaulieu est né le 7 novembre 1913 à Anzin. Le 19 mai 1940, le génie français fit sauter un pont situé à 200 mètres de la tourelle que contrôle Jules Beaulieu. Le 20 mai, les Allemands se présentent à proximité du pont de Sartio, enjambant l'Escaut à Vieux-Condé. Mais la position est défendue par notre Jules. Seul dans une simple tourelle démontable STG 3537 équipée d'une mitrailleuse Hotchkiss, il va se battre jusqu'au bout, occasionnant des dégâts considérables pour cette avant-garde d'Allemands. Le soldat Beaulieu riposte à tous les coups et de nombreux soldats allemands tombent. Il va tenir toute la journée. Mais voilà que la tourelle est localisée et les chances de résister aux tirs des obus sont inexistantes. Le blindage de la tourelle va être touché par 4 obus. Le premier va endommager la tourelle. Jules Beaulieu, qui pouvait encore fuir, continua de tirer et les soldats allemands furent à nouveau fauchés. Mais les 3 autres obus percent l'acier de la tourelle. Le soldat Beaulieu tombe sur le coup, totalement défiguré. L'héroïque résistance de Jules Beaulieu a coûté cher aux Allemands. Pourtant, ils prirent le temps de l'enterrer près de la tourelle, étonnés qu'un seul homme eût pu les arrêter aussi longtemps. Ils lui rendirent les honneurs militaires. Historiquement, l'accrochage a lieu le 20 mai. La date de la mort de Jules Beaulieu est portée au 24 mai. L'irréductible aurait donc tenu 4 jours seul face à l'ennemi. Quel panache. Numéro 4, j'appelle Joseph Darnan, le sulfureux, le controversé. Il est un cas particulier. Cher internaute, je t'invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à abandonner ton esprit manichéen. L'histoire, ce n'est pas un livre avec les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Que nenni. Joseph Darnan, avant de tomber du côté obscur de la force et de devenir un serviteur collabo zélé de l'Allemagne nazie, fut un héros de guerre qualifié de meilleur soldat de France début 1940. On peut résumer son parcours en ces quelques mots, héros pu salaud. Mais pourquoi donc? Né en 1897, il a 17 ans lorsque la guerre éclate et cherche en vain à s'engager. Il réussira plus tard et il réalisera de nombreux faits d'armes qui lui vaudront plusieurs décorations militaires, comme la Légion d'honneur. À la tête d'un corps franc, c'est-à-dire pour simplifier d'un groupe de commando, il sera qualifié de nettoyeur de tranchées. Il réussira notamment avec ses troupes à s'emparer de documents militaires allemands permettant à la France de prendre connaissance du plan de l'offensive ennemie. Cerise sur le gâteau, il fera 27 prisonniers. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il a 42 ans et s'engage de nouveau. Il constitue un corps franc et s'illustrera encore au combat. Il est chargé d'actions de commando et de renseignement derrière les lignes ennemies. Il se distinguera notamment pour être allé chercher son chef capturé par les Allemands. Il est nommé premier soldat de France. La suite de son parcours n'est plus du tout glorieux. Il collaborera activement avec l'Allemagne nazie et dirigera les miliciens chargés de traquer les résistants, les juifs, etc. Il finira jugé et fusillé le 10 octobre 1945. Le grand écrivain Georges Bernanos écrira « S'il y avait eu plus de Darnan en 1940, il n'y aurait pas eu de miliciens en 1944 ». De Gaulle dira de lui dans ses mémoires de guerre « Rien, mieux que la conduite de ce grand dévoyé de l'action, ne démontrer la forfaiture d'un régime qui avait détourné de la patrie des hommes faits pour la servir. » Joseph Darnan est vraiment un exemple singulier de la complexité humaine. Numéro 3, Charles Enchorere. Né en 1896 à Libreville, il sera naturalisé français en 1940. Charles Enchorere s'engage en 1916 et finit la Première Guerre mondiale avec le grade de sergent. Il y démontrera de grandes qualités telles que la combativité et le courage. Il continue sa carrière. Il sert au Maroc, en Syrie et au Soudan français, qui correspond à l'actuel Mali, et devient officier. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débute, il demande à partir pour le front, ou à la tête de sa compagnie, il se comporte brillamment. Il repousse 4 assauts allemands entre Amiens et Abbeville, et permet à son bataillon de décrocher. Il se battra avec sa compagnie jusqu'au bout. Encerclé et à court de munitions, la compagnie de Charles Enchorere se rend. Refusant d'être considéré autrement que comme un officier français lorsque les Allemands séparent les Noirs et les Blancs, il s'insurge et est abattu d'une balle dans la nuque. Nous sommes le 7 juin 1940, le capitaine Charles Enchorere meurt. Le même jour, son fils Jean-Baptiste, caporal, est tué à 50 km de là. Un comportement héroïque à la tête de sa compagnie, il perdra la vie suite à un crime de guerre commis par des soldats allemands. L'usage militaire voulait qu'il soit constitué prisonnier. Numéro 2, Georges Guynemer. Il naquit le 24 décembre 1894 à Paris. Issu d'une famille noble, Georges Guynemer est fragile. Il n'a pas une bonne santé. Il étudiera au collège Stanislas à Paris et y prépare le concours d'entrée à l'école polytechnique qu'il ne pourra pas présenter à cause de sa santé. Bref, tout commence mal pour lui. Lorsque débute la guerre, il est en vacances avec sa famille dans le sud. Il se rend immédiatement à Bayonne pour s'engager. On le trouve trop frêle et fragile. Il sera déclaré inapte. Le destin va frapper.
Il se rendra à Pau et intégrera l'école de pilotage. Le voilà élève pilote, puis pilote actif en juin 1915. Il effectuera pour commencer des tours d'observation. L'idée est de prendre des photographies pour rendre compte de l'état des mouvements des troupes et d'aider à régler l'artillerie. Il démontre de belles qualités militaires, dont l'une est de faire preuve, en situation de combat, d'un grand sang-froid. Le 19 juillet, Guynemer remporte sa première victoire aérienne et abat un avion. Il est décoré de la médaille militaire avec la citation suivante: « Pilote plein d'entrain et d'audace, volontaire pour les missions les plus périlleuses. » Après une poursuite acharnée, a livré à un avion allemand un combat qui s'est terminé par l'incendie et l'écrasement de ce dernier. Il va enchaîner les victoires et va s'imposer comme l'un des meilleurs pilotes français. Le 24 décembre 1915, le président de la République, Raymond Poincaré, lui remet la croix de chevalier de la Légion d'honneur, jour de sa majorité. Il est à nouveau cité à l'ordre de la 6e armée pour avoir rempli des missions spéciales. Je cite: pilote de grande valeur, modèle de dévouement et de courage, a rempli depuis 6 mois 2 missions spéciales exigeant le plus bel esprit de sacrifice et livré 13 combats aériens, dont 2 se sont terminés par l'incendie et la chute des avions ennemis. Le 3 février 1916, il devient un as en remportant sa 5e victoire aérienne. Il est promu sous-lieutenant. Un peu plus tard, il sera blessé par des éclats au visage et il reçoit 2 balles dans le bras. Un mois et demi plus tard, notre jeune homme plein de fougue et d'entrain reprend du service. Il combat durement et sera le premier pilote allié à abattre un bombardier lourd allemand. Au seul mois de mai 1917, il abat 7 avions allemands, dont 4 le 25 mai, à 8h30, 31, midi 15 et 18h30. Qui dit mieux? Il sera promu officier de la Légion d'honneur. La décoration sera remise par le général Franchet d'Espéré, qui sera l'un des plus grands généraux français de la victoire de 1918. Je ne risque pas la tentation de vous lire la citation suivante pour que vous preniez une note des qualités admirables de notre jeune homme. Officier d'élite, pilote de combat aussi habile qu'audacieux, a rendu au pays d'éclatants services, tant par le nombre de ses victoires que par l'exemple quotidien de son ardeur toujours égale et de sa maîtrise toujours plus grande. Insouciant du danger, il est devenu pour l'ennemi, par la sûreté de ses méthodes et la précision de ses manœuvres, l'adversaire redoutable, a accompli le 25 mai 1917 un des plus brillants exploits, en abattant en une seule minute 2 avions ennemis et en remportant dans la même journée 2 nouvelles victoires. Par tous ces exploits, il contribue à exalter le courage et l'enthousiasme de ceux qui, dans les tranchées, sont les témoins de ses triomphes. 20 citations, 2 blessures. Le 27 mai 1917, il abat son 5e avion à bord du SPAD 12. Malheureusement pour notre Georges Guynemer, le 9 et 10 septembre, il accumule les problèmes mécaniques et le 11 septembre, il ne rentre pas d'une mission de combat. On le voit pour la dernière fois vers 9h25, alors qu'il partait prendre en chasse un avion d'observation et était suivi par plusieurs avions allemands. On ne retrouvera ni l'épave de son avion, ni le corps de Guynemer. Les Allemands annonceront toutefois l'avoir abattu. Il meurt un héros au grade de capitaine. Il totalisera 53 victoires aériennes officielles. 53. Officielles, c'est-à-dire homologuées, et 35 probables. Qui peut faire mieux? Autre fait notable, il avait survécu 7 fois après que son avion fut abattu et il n'avait pas de parachute. Quel homme! Numéro 1, Albert Séverin Roche. Alors là, je vais vous demander de respirer un grand coup. Préparez-vous mentalement, on est à un niveau de militarité et de virilité assez impressionnant. Je ne sais pas si un Français du 21e siècle est câblé pour faire face à un tel niveau d'engagement et de combativité. Nous sommes en 1914. Lorsque la guerre éclate, le jeune Albert Roche a 19 ans. Il veut se battre, mais il est jugé trop chétif pour se faire enrôler. Il fait 1m58. Il réussira malgré tout et veut monter en première ligne. Pour ce faire, il déserte pour être puni et envoyé au front. Alors que la majorité des gens, je pense, feraient l'inverse. Il obtient ce qu'il voulait et est affecté au 27e bataillon en juillet 1915. Il se porte volontaire pour des missions périlleuses. Il est envoyé détruire un nid de mitrailleuses et neutralise la position. Il tue plusieurs Allemands et fait prisonnier les survivants, lesquels pensaient être attaqués par un régiment entier. Il revient avec des mitrailleuses et fait 8 prisonniers. Il est souvent en poste en première ligne. Un jour, il se retrouve être le seul survivant sur sa position. Ses camarades ont été tués. Il tire alternativement avec les fusils de ses camarades morts et réussit à mettre en déroute un régiment ennemi qui croit faire face à la résistance d'une garnison. Une autre fois, il est capturé avec son lieutenant blessé. Il réussira à s'échapper, à ramener son lieutenant et à capturer 42 soldats dans l'opération. Lors de l'offensive du chemin des Dames, son capitaine est grièvement blessé. Il rampe sous le feu au péril de sa vie 6 heures durant et le ramène en 4 heures. Il sera blessé à 9 reprises durant la Première Guerre mondiale. Il refuse d'être envoyé à l'arrière pour y être soigné. Il recevra plusieurs distinctions militaires pour ses différents faits d'armes, dont la Légion d'honneur. Au total, il réussira à capturer, roulement de tambour, 1180 soldats allemands. Oui, 1180, vous avez bien entendu. À l'issue de la guerre, il sera surnommé par le maréchal de France Ferdinand Foch, premier soldat de France,
devant la foule alsacienne en liesse. Il reprendra une vie modeste à son retour dans le Vaucluse, où il épousera en janvier 1921 une femme de la Drôme. Malheureusement, en avril 1939, il sera renversé par une voiture à sa descente d'autocar et meurt à l'âge de 44 ans. Une grande perte pour la France. Le président du conseil d'Ordaladier lui fit rendre les honneurs militaires lors des obsèques. Albert Roche repose à Avignon. Combatif, intrépide, déterminé, volontaire, humble, il représente parfaitement la France patriote et combattante. S'il n'avait pas eu cet accident, qui sait combien de nouveaux exploits militaires il aurait pu accomplir? Ne mérite-t-il pas lui aussi un film à sa gloire? Après tout, il est notre super-héros français. Et lui, il est bien réel. Il n'est pas le fruit de l'imagination d'un Américain qui cherche à inventer une histoire à son pays. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos encouragements. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage et je vous demande de me suivre, de vous abonner, de partager la vidéo, de lâcher un petit commentaire. Et j'ai dit oui, de liker, d'aimer, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'être un peu plus productif. Et je vous dis à bientôt et on se retrouve avec une nouvelle vidéo. À la prochaine.